Hello, bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision des Nouvelles Idées. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver en tout cas ce matin pour ce nouveau numéro de votre émission. Bonjour le Faso. Tout de suite et maintenant, déroulons le chronogramme de cette émission. Dans la rubrique à la découverte de, nous poursuivons avec la présentation du quatrième produit labellisé du Burkina Faso. Il s'agit bien sûr de ce pain-là tant aimé par tous les Burkinabés d'ailleurs, le cocodona. Nous allons écouter des témoignages. Après donc la rubrique à la découverte de, nous allons recevoir Alphonse Ouedraogo qui va décortiquer l'actualité pour nous, car oui, nous voulons être informés. Et dans la rubrique invité du jour, nous recevons aujourd'hui Imam Nouhoun Bagayoko, imam au Serfi. Avec lui, nous allons échanger sur les activités du Serfi. Nous allons également parler de ce mois béni de Ramadan. Le décor est très bien planté. Installez-vous confortablement. On se retrouve juste après cette transition pour la rubrique à la découverte. Je rappelle que cette semaine, nous partons à la découverte du quatrième produit labellisé du Burkina Faso, le cocodona, l'un des plus anciens tissus traditionnels. On va écouter des témoignages et on revient pour la suite de l'émission. C'est Madame Sissé, née Fofana Menata. Elle a tenti cocodona. J'ai commencé à faire des pains. En ce temps même, je n'étais pas encore mariée. J'étais avec ma grande sœur à Boubou. C'est là-bas que ma grande sœur faisait. Moi aussi, je faisais avec ma grande sœur un peu, jusqu'à ce que je suis mariée. Ah, c'était pas facile en tout cas. Je faisais ça, et puis je porte, je tourne au marché, Gounguin, Padoua, tous les petits marchés là. Je tournais là-bas pour vendre un peu. Ça ne sort pas comme ça, mais je n'ai pas laissé. J'ai continué à faire un peu. Les gens payent, mais ce n'était pas comme ça. C'était les vieilles seulement. Les jeunes là, c'était les vieilles qui payaient ça un peu seulement. D'autres payent que c'est couverture, d'autres payent que je vais aller donner au village. Voilà. C'était comme ça. Comment vous avez rencontré Bazemse? Bazemse est venu au grand marché, parce que je suis au grand marché de Ouaha, à Rodogo. Il est venu là-bas un jour. Moi-même, je n'étais pas là. C'était ma fille qui était là. Elle a pris 2 pains avec ma fille. Et puis elle a laissé son carte. Que si sa maman vient, je n'ai qu'à l'appeler. Quand je suis venue aussi, ma fille m'a donné. Et puis je l'ai appelé. Il est venu. Que bon, que comme ça ne marche plus là. Lui veut faire que les gens là puissent rentrer dans ça. Et puis ça va marcher un peu. Comme il n'y a pas de travail, les gens là sont là. Il dit, ok, je dis, comment tu vas faire? Que lui, il est couturier. Il est allé pour une chemise, venir me montrer. Et puis elle a pris encore, amené. Bon, un jour, il est venu, qu'on n'a qu'à donner un nom. Elle est venue avec un journaliste. Mais à ce moment, vous l'appelez comment, le pain là? On l'appelait Tchetibara, Soromangele, Galafani, Engli. Bon, il y avait le nom beaucoup. Le nom était beaucoup. Et puis il a dit qu'on n'a qu'à changer le nom. Que c'est le nom là. Tchetibara, Soromangele. Si on met le nom là, toujours, que ce sera la même chose, ça ne va pas prendre. Bon, le jour qu'on veut donner le nom, là, elle a amené un journaliste. Mais on a pris du temps pour avoir cocodona. Donc, on a cherché le nom. C'est moi-même qui dis que comme Bobo là, on vend ça beaucoup. Et puis c'est la rentrée de cocodona. Nos parents là sont assis là-bas. Donc on va donner le nom cocodona. Le nom est venu comme ça. Donc, en nous tous on dit que bon, on va prendre le nom là, cocodona. Le nom est venu comme ça. Ensuite, comme les Bazemse fait défiler du monde, faire publicité, les gens ont commencé à venir un peu. Ils viennent avec leur portable, que je veux cette pain là.
qu'ils ont vu ça, que c'est un monsieur qui vend ça, ils ont fait que c'est Bazimse. J'ai dit que c'est moi qui ai fait. Ça a commencé comme ça, un peu. Et puis les gens là sont rentrés. Voilà. Puis c'est parti un peu. Aujourd'hui, j'ai des clients qui viennent. J'ai des clients même pour Mali, Abidjan. Bon, les gens, en tout cas, même ici, il y a d'autres couturiers même qui sont rentrés dedans. C'est pas Bazembo seulement qui fait ça. C'est ça même qui dit que lui veut. Comme ça, aujourd'hui, là, il y a beaucoup de gens qui mentent dans ça. Nous-mêmes, on n'en parle plus. Il y a beaucoup de gens même qui ont pris le marché, même maintenant, nous laisser. Il y a beaucoup de gens qui vendent ça maintenant, partout. Sinon, à Bobo, là, c'était tombé. Et même, ils avaient laissé. Depuis que Bazem s'est commencé ça, donc, c'est devenu, en tout cas aujourd'hui, là, il y a beaucoup de gens qui mentent dans ça. Dana, est-ce que vous avez appris que le paille Cocodonda a été labellisé? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette labellisation? En tout cas, moi-même j'étais là-bas. C'était une très bonne chose. Ce qu'ils ont fait, c'est ça qu'on voulait. Parce que quand Bazem s'est commencé ça, il y a des gens qui ont s'est levé, qui prennent aller fabriquer ça en Chine, amener. Donc, à cause de ça, pour nous, là, le marché était baissé. Si tu fais sortir un modèle aujourd'hui, 2 semaines, 1 mois, tu vas voir que Chine a amené. Donc, les gens voulaient comparer Chine avec pour nous, là, comme c'est même chose. Et pourtant, c'est pas même chose. C'est pas même chose. Bon, depuis qu'ils ont fait ça, en tout cas, nous, on est contents. On sait maintenant que les gens qui prennent pour aller faire au Chine, et aussi, ils vont diminuer. En tout cas, aujourd'hui même, on a un problème des tissus. Prix de tissus, là, c'est devenu compliqué, c'est cher. Teinture, là aussi, ça aussi, c'est devenu cher. Tout est augmenté. Tout est augmenté. Donc, obligé, nous aussi, on a augmenté un peu le prix. Sinon, on ne s'en sort pas. Sébastien Bazembo, toujours, on va la saluer. Grâce à lui, que Cocodonda est devenu comme ça. Il y a beaucoup de gens même qui ne savaient pas que c'est Bazembo qui a fait, ou bien c'est Madame Cissé. Non. Les gens croient que c'est les gens du Bobo. Les gens du Bobo, eux-mêmes, ils ne savent pas. Le nom là, ça vient d'où? Et ils croient que c'est ce jeu seulement. Pourtant, ce n'est pas commencé là-bas, c'est commencé ici. C'est moi avec Bazemse. On a fait ça. Et puis c'est devenu aujourd'hui. En tout cas, grâce à lui, beaucoup de gens mangent sur ça aujourd'hui. Beaucoup de gens mangent sur ça aujourd'hui. Qui nourrit leur famille, tout. On voit. Et pour la revue de presse, Alphonse Ouetraogo est bien installé sur ce plateau. Alphonse, bonjour et bienvenue. Bonjour à toi Mireille, bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce qui est à la une de nos quotidiens? Alors, bien entendu, c'est la remise du matériel agricole hier par le chef de l'État. Et le journal Le Pays écrit là-dessus, soutien à la production agricole. Le président du Faso remet du matériel au ministère en charge de l'agriculture. Prise en charge diligente des blessés en opération. Un hôpital mobile ultra moderne de campagne au profit du ministère de la Défense. Prise en charge également des veuves et orphelins des FDS vers le renforcement du dispositif, écrit le journal. Professeur Charlemagne Ouetraogo, gynécologue obstétricien, déclare les démangeaisons génitales peuvent indiquer une infection. Révélation dans cette rubrique, le journal écrit. Direction régionale santé du plateau central, un agent condamné pour gestion irrégulière de carburant. Actu Sport, dans cette rubrique, le journal écrit. Mohamed Salah se propose au FC Barcelone.
Le journal Aujourd'hui au Faso, dans sa parution du jour, nous apprend ceci. Soutient à la production agricole. Le président du Faso remet du matériel au ministère en charge de l'agriculture. Audience au ministère de la Santé, le ministre Kargougou échange avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine. Prise en charge des blessés en opération, un hôpital mobile ultramoderne au profit de la défense. 125 ans d'évangélisation au Burkina Faso, un colloque international pour dresser le bilan et envisager des perspectives. Sécurité routière, 1120 accidents et 64 décès enregistrés dans le seul mois de février. Un autre quotidien, c'est le journal Sidoya. Sidoya a sa une affiche. Prise en charge diligente des blessés en opération. Un hôpital mobile ultramoderne de campagne au profit du ministère de la Défense. Soutien à la production agricole, du matériel d'une valeur de 13 milliards de francs CFA remis au ministère de l'Agriculture. Journée de l'exemplarité fiscale, des ministres s'acquittent de leurs obligations fiscales. Lutte contre l'insécurité urbaine, fin de parcours de 2 réseaux de malfrats présumés. C'est un autre titre du journal Sidoya. Dans sa rubrique On murmure, le journal écrit un ultimatum d'1 semaine pour déclarer les lieux de stockage des produits de vente. Zondoma, un enfant meurt noyé dans une fosse septique, écrit le journal. Le journal L'Observateur parle à sa une affiche ce matin. Crise à Chifra, circuler, il n'y a rien à voir. Chirurgie vulvo-vaginale, Chalmain repart les femmes à Bogodogo, nous informe le journal. La prise en charge diligente des blessés en opération, un hôpital mobile ultramoderne de campagne pour le ministère de la Défense. Ministère de l'Agriculture, du matériel d'une valeur de 13 milliards pour développer des infrastructures hydro-agricoles. Le journal Le Quotidien, pour sa parution du jour, nous apprend également soutien à la production agricole. Le président du Faso remet du matériel au ministère en charge de l'agriculture. Réglementation de la coiffure des apprenants, des acteurs de l'éducation apprécient. Forces armées nationales, 4111 soldats prêts à servir, écrit le journal. Terminons avec le quotidien Bobolais, l'Express du Faso, qui nous apprend ce matin. Vente du sucre SN Sosico à Bobo du Lasso, longue file d'attente pour au plus 10 kg de sucre. Soutien à la production agricole, le président du Faso remet du matériel au ministère en charge de l'agriculture. Dans sa rubrique Autant le dire, le journal écrit après le sucre et le riz, le gouvernement va-t-il vendre l'huile, le maïs, s'interroge-t-il. Bitumage de voies à Bobo, les entreprises invitées à accélérer les travaux. Risque d'inondation à Bobo, des habitants du secteur 22 appellent au secours. Sécurité routière, 1120 accidents de la circulation enregistrés en février 2025. Veuves et orphelins des forces combattantes, des réflexions pour une meilleure prise en charge psychologique, écrit le journal. Merci bien, Alfonso Ouetraogo, pour ces différentes unes. Nous allons revenir sur quelques sujets d'actualité. Alphonse, commençons par ce sujet-là. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a remis du matériel agricole hier au ministère en charge de l'agriculture. Oui, tout à fait. Du matériel agricole d'une valeur de 13 milliards de francs CFA. L'événement s'est déroulé hier en fin de matinée. Et c'est vraiment une bonne décision et c'est un engagement que le chef de l'État vient donc d'accomplir parce que cela s'inscrit dans sa politique, dans sa vision vraiment de développer le secteur agricole, d'atteindre à l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso à l'horizon 2023-2025. Donc cela s'inscrit également dans de l'initiative présidentielle. Donc, ce qui veut dire que c'est un engagement qu'il vient donc d'accomplir. L'année passée, il l'a fait, cette année également. Donc, pour dire que
Il a instruit, selon le ministre en charge de l'agriculture, le ministre d'État en charge de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombier, qui a donc précisé que c'est en tout cas un défi maintenant qui reste à relever parce que ce matériel composé essentiellement des machines, des tracteurs et bien d'autres seront donc remis à deux en tout cas entités logées au niveau du ministère de l'Agriculture. Il s'agit de l'ONBA qui est chargé donc des grands barrages, des barrages et l'aménagement hydro-agricole, ce qui veut dire que c'est une unité, un office chargé de faire en sorte que nous ayons beaucoup plus de barrages, des retenues d'eau, et d'aider aussi à retrouver des points d'eau pour l'agriculture, pour développer le secteur. Donc, l'ONBA est bénéficiaire donc de ce don. Également, il y a Sonater. Sonater qui est donc cette société-là chargée donc d'aménager les terres, en tout cas et d'équiper au niveau rural pour les producteurs. Dites-vous qu'il y a des zones propices pour l'agriculture. Malheureusement, si ce n'est pas aménagé, il n'y a pas un soutien, d'accompagnement par l'État. C'est difficile pour les producteurs eux-mêmes de pouvoir, en tout cas, travailler ces terres-là, arriver à engranger vraiment beaucoup de production agricole. Donc, le gouvernement qui s'est engagé vient donc donner en tout cas un tonus aux producteurs. Donc, je pense que selon ce que le ministre a dit, c'est que le chef de l'État a instruit que instamment ce matériel agricole arrive à destination et que ce qui doit faire chacun à son niveau son travail, que ce travail soit fait au grand bonheur des producteurs, au grand bonheur de l'ensemble du peuple burkinabé. Sécurité routière, hein, Alphonse, on en parle également ce matin. C'est pas une bonne nouvelle. 1120 accidents de la circulation enregistrés dans le seul mois de février. Dans le seul mois de février, c'est triste, hein, avec une soixantaine de décès. En tout cas, en février, ceux qui sont à Ouaga, à Bourg-du-Lasso, ont dû remarquer qu'il y a eu beaucoup d'accidents. Qu'est-ce qui est la cause? Est-ce que c'est vraiment la méconnaissance du code de la route qui fait que l'on enregistre régulièrement des cas d'accident? C'est difficile de le savoir. Quand on sait que les forces de sécurité ont en tout cas fait leur travail en termes de contrôle, en termes de sensibilisation, surtout l'ONASER qui ne cesse de sensibiliser les populations. Malgré tout, l'on enregistre régulièrement des cas d'accident. Malheureusement, des accidents mortels, c'est malheureux. Je pense que le fait de communiquer aussi va effrayer les usagers et à s'approprier les bonnes méthodes pour en tout cas se protéger. Et cela remet au goût du jour le port du casque. Je ne dis pas forcément que ces cas d'accident sont liés à ceux qui se promènent avec des motos, mais il y a aussi la nécessité du port du casque qu'il faut en tout cas continuer à sensibiliser, qu'il faut continuer à mener comme un combat. Et quant aux autres qui sont vraiment des accidents liés à des véhicules, à certains cas, je pense que c'est l'autorité aussi qui doit sévir au point que l'on arrive à diminuer ces cas d'accident. Et en Côte d'Ivoire, une coalition de l'opposition politique est née depuis avant-hier. Oui, une coalition d'une partie de l'opposition, disons-le, parce que dans cette coalition, on retrouve des partis comme le PDCI de Tian Thiam, on retrouve aussi le FPI de Pascal Afingissa, on retrouve aussi le mouvement Génération Capable de l'ancienne première dame Simone Yves Gbagbo et bien d'autres. Donc, c'est une coalition qui réunit pas mal de ténors, de cadres politiques en Côte d'Ivoire. Certains disent que ça fait déjà peur au parti au pouvoir, le RHDP de Alassane Dramane Ouattara, parce que au moins 25 partis réunis, ce n'est pas rien. Donc ça fait que cette coalition portée par Tian Thiam, pressenti pour être le candidat du PDC-RDA, fait réellement peur pour en tout cas certains observateurs. Qu'est-ce que cette coalition pourra en tout cas faire? Parce que la raison affichée est que la coalition entend peser sur le processus électoral.
Vous savez que nous sommes à quelques 8 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire et jusque-là, il n'y a pas encore en tout cas, un début de révision du fichier électoral. Qu'est-ce que cela veut dire? Puisque ceux qui doivent avoir leur nom inscrit dans le fichier électoral, qui peuvent en tout cas accomplir leur devoir citoyen, voter, il y a nécessité à réviser parce qu'on a révisé mais il y a longtemps. Donc l'opposition demande cela et bien d'autres choses. Est-ce que le pouvoir va reculer face à une telle exigence? On ne le sait pas. Mais la réaction qui vient est que le parti au pouvoir ou ceux qui sont au pouvoir estiment que l'opposition ne donne pas la bonne information à la population parce que c'est une action qui était même en cours. Donc il n'y a pas à se précipiter. L'un dans l'autre, il y a quand même nécessité à ce que les uns et les autres se positionnent pour en tout cas avoir voix au chapitre et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait. Mais ce qu'on observe, c'est que dans cette coalition, le PPACI de Laurent Gbagbo est absent. Pourquoi? En tout cas, certains de ses proches disent que Gbagbo n'aimerait pas s'associer en tout cas à certaines personnes qui sont membres de cette coalition, dont Simone Gbagbo, son ex-épouse, et Charles Bleu Goudet, son ex-bras droit, ce qui fait qu'il ne pouvait pas faire chemin avec cette nouvelle coalition qui vient donc d'être créée. Mais du côté du RHDP, il n'y a pas fouetté un chat parce que le RHDP estime que Tidjane Thiam, par exemple, qui s'allie à 24 autres partis pour former en tout cas une coalition, le RHDP estime que c'est s'allier à 24 poids de plume. Alors, Alphonse, Ligue des Champions, je sais que là, Alphonse est très motivé pour nous donner justement l'information. Le FC Barcelone s'est brillamment qualifié hier pour la Ligue des Champions. Il s'agit là des quarts de finale. Tout à fait, ça a été vraiment merveilleux pour ceux que nous avons pu voir. Le FC Barcelone était face donc au Benfica Lisbonne. Ce n'était pas simple au début, mais en fin de compte, c'est le Barça qui est sorti victorieux, 3-1. Rappelez-vous, au match aller, c'était donc 1-0. Et cette fois-ci, le Barça a confirmé que il avait quand même du talent, il avait quand même, en tout cas, ce qu'il faut pour continuer son bonhomme, faire toujours son bonhomme de chemin. Il y a aussi l'Inter Milan qui s'est qualifié. Hier, il y a le Bayern Munich qui s'est qualifié également parce que le Bayern Munich jouait contre le Bayern Leverkusen de Edmond Tapsoba, l'international burkinabé. Il y a aussi le Paris Saint-Germain qui s'est qualifié. Le Paris Saint-Germain se mesurait hier à Liverpool. Il s'était à Liverpool même, malheureusement Liverpool de Mohamed Salah ne sait pas, en tout cas n'a pas pu faire le travail et c'était avec des larmes que Mohamed Salah quittait le terrain quand le match est soldé par une victoire du Paris Saint-Germain. Donc les 4 déjà qualifiés sont l'Inter de Milan, Bayern Munich, Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Et la rencontre de ce soir, c'est le Real Madrid qui va se mesurer à l'Atlético de Madrid. Donc ce sont deux clubs de la capitale espagnole qui vont s'affronter. Il y a Lille qui est une équipe de la France qui va donc recevoir Dortmund, une équipe allemande. Il y a aussi Aston Villa qui va recevoir donc en Angleterre le club Bruges. Ça aussi, ça promet. Il y a Arsenal qui avait au match aller largement battu le PSV Eindhoven 7-1, qui reçoit aujourd'hui le PSV Eindhoven. Donc à regarder de près, Real Madrid Atlético, c'était soldé par en tout cas une victoire du Real de Madrid. Je crois que c'était 1-0. En tout cas, le Real avait pris l'avantage. Mais cette fois-ci, le Aston Villa également avait pris le dessus sur le club Bruges, ce qui veut dire que rien n'a encore gagné, sauf en tout cas le cas de Arsenal qui a pu marquer 7 buts contre le PSV Eindhoven. Aucune de ces équipes-là ne peut vraiment prétendre se qualifier pour le moment, quand on sait que les surprises sont toujours possibles. Alphonse, votre pronostic pour le match Real et Atlético?
Ben, ce sont deux clubs de la capitale espagnole qui se connaissent très bien, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. C'est vrai que le Real de Madrid a l'expérience parce que c'est l'équipe qui a glané beaucoup plus de trophées en Ligue des Champions. Et le Real de Madrid est aussi de cette équipe-là qui a le moral parce que étant donc doué dans le domaine, même si vous le menez, vous l'amenez 4-0 en première période, dites-vous que ce n'est pas encore fini parce que tout est encore possible. Mais l'Atlético aujourd'hui s'est beaucoup renouvelé, surtout avec l'arrivée de l'Argentin Julián Alvarez, venu donc de Manchester City. Il est arrivé à l'Atlético. Il est en train, en tout cas, de marquer beaucoup de buts. Et d'ailleurs, il a dit qu'ils ont perdu face au Real de Madrid au match aller, mais au match retour, ils ont toujours 90 minutes à jouer et le public derrière eux. Donc, rien n'a encore gagné. C'est difficile de pronostiquer là-dessus. Merci bien, Alphonse Ouedraogo, d'être passé nous informer. Nous allons accompagner Alphonse Ouedraogo avec ceci. La rubrique invité du jour, nous recevons ce matin Imam Nuhun Bakayoko. Il est au cercle d'études de recherche et de formation islamique. Imam, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame. Pour débuter, présentez-nous le CERFI. Merci beaucoup madame. Avant de présenter le CERFI, permettez-moi de saluer et féliciter Savane TV pour sa présence au cœur donc de l'actualité parce que effectivement de ce que je comprends nous allons parler donc de Ramadan. Le Ramadan est une activité non seulement nationale mais mondiale, donc ouvrir les antennes pour sur cette activité c'est très légitime et on vous félicite pour cela. Donc le CERFI, qui est le cercle d'études de recherche et de formation islamique, est une initiative des cadres intellectuels musulmans au Burkina, donc qui vivent au Burkina. Ce n'est pas du Burkina uniquement, mais tous ceux vraiment qui sont au Burkina Faso. Ce cercle-là, c'est un cercle ouvert, hein, et le cercle a été ouvert depuis avril 1989. Donc pour effectivement regrouper toutes ces personnes-là désireuses de s'informer sur l'islam et de se former dans l'islam, mais de contribuer également à clarifier ce que c'est que finalement l'islam dans ses principes, dans son vécu également, à travers ses valeurs. Donc le CERFI a d'abord effectivement une structure islamique, religieuse donc, mais en même temps qu'elle fait cette structure-là, la promotion de l'islam à travers tout le pays aujourd'hui, toutes les 13 régions, les 45 provinces, les différentes communes, effectivement, il y a des structures du CERFI un peu partout, et même dans l'administration, à travers les différents secteurs, justement ministériels, il y a effectivement des cellules professionnelles du CERFI qui sont installées dans tout cela. Oui, pour faire la promotion, comme nous l'avons dit, clarifier ce que c'est que l'islam, permettre à tous ceux qui veulent vraiment s'informer sur l'islam, musulmans ou pas musulmans, de savoir ce que c'est que l'islam. Mais également, il faut le dire, souvent les gens s'oublient ça. Le CERFI aussi a un engagement citoyen qui est de contribuer au développement socio-économique du Burkina Faso. Ça fait partie des principes clés de son statut. Et là, effectivement, c'est un axe important pour le CERFI, et c'est ce qui fait que vous sentez le CERFI des fois dans sa contribution, soit et des positionnements aussi pour contribuer à une réflexion sur les questions de notre société à faire avancer. Donc c'est le CERFI ainsi, et ça chemine depuis 1989. Aujourd'hui, effectivement, il est présent partout au Burkina Faso. Et qui peut intégrer le CERFI? Oui, comme nous l'avons dit, c'est un cercle, nous l'appelons cercle, mais c'est un cercle ouvert. Un cercle ouvert au cadre intellectuel musulman. Que vous soyez fonctionnaire ou pas, en réalité, il y a des acteurs, j'allais dire comme ça, des agents, cadres de toutes les catégories de l'administration publique, mais également, il y a des gens du secteur privé, hein. Par exemple, moi je suis du secteur privé, moi je suis consultant, je suis du secteur privé, et il y a des cadres également vous trouvez par exemple des opérateurs économiques qui sont effectivement du CERFI, vous trouvez des femmes et des hommes, hein, qui sont de la petite et moyenne entreprise qui font partie du CERFI. Donc tous ceux vraiment qui veulent apprendre l'islam
ils sont les bienvenus au CERFI. C'est vrai, la langue privilégiée au CERFI, c'est le français, c'est vrai, parce qu'effectivement, on sait que ailleurs, les langues nationales dominent. Mais attention, les CERFI également, dans la volonté de clarifier, ne se privent pas du tout de parler les langues nationales en ce qui concerne donc les différentes communications que nous avons. Donc que ce soit lors de nos conférences, lors de nos émissions, lors de nos prêches, les langues nationales sont également des langues que nous véhiculons, surtout en province. Vous avez procédé à l'ouverture de la 9e édition de Ramadan Market. Comment ça se passe? Oui, d'abord, disons, le Ramadan Market est une vision pour nous qui est que un constat a été fait que lorsque arrive généralement Ramadan, on va renchérir finalement les prix des produits de première nécessité. Bon, c'est un moment, c'est vrai, de grande consommation, mais en même temps, c'est un moment où du moins nous sommes dans un environnement où tout le monde n'a pas forcément les grands moyens. Grande consommation, pas forcément grands moyens. Donc, comment on fait? Donc, on s'est posé cette question, on s'est dit, mais organisons ce qui peut permettre à tout le monde, à une bourse moyenne, de pouvoir quand même avoir le minimum nécessaire pour pouvoir bien jeûner et bien vivre Ramadan. Donc, c'est cet esprit-là de rendre les produits accessibles à la grande masse qui a conduit effectivement le CERFI à créer ce cadre donc de promotion des produits de première nécessité à l'orée donc de Ramadan. Donc les 2 premières semaines du mois de Ramadan, généralement, nous organisons ce marché-là, Ramadan Market, pour permettre que non seulement ceux qui veulent faire des affaires, naturellement, et puissent écouler leurs produits de façon, j'allais dire, avec autant de miséricorde qu'il en faut, et également ceux qui en ont ou celles qui en ont besoin puissent accéder à ces produits-là sans que ce ne soit naturellement au-dessus du prix moyen connu pour ces produits-là. Parce que comme je l'ai dit, l'habitude qu'on a vue par moment malheureusement, c'est que quand Ramadan arrive, les gens font flamber les prix et ça, nous sommes contre ça. Nous sommes contre ça et pour la meilleure façon de le montrer pour nous, c'est de donner l'exemple. Donc nous avons voulu mettre ce marché en place. Et quels sont justement les types de produits que l'on peut trouver sur le site? Oui, je le disais, c'est les produits de première nécessité, c'est-à-dire que ce soit tous les produits de consommation courante, que ce soit le sucre, le riz, le mil, tout ça là-bas. Et vous trouvez également des légumes, vous trouvez des dattes, vous trouvez également tout ce qui peut permettre à la famille, par exemple, de s'organiser pour la fin aussi du Ramadan. Il y a ça aussi. Que ce soit, par exemple, les vêtements, que ce soit également des produits, pas forcément matériels, mais des produits qui permettent, par exemple, à un musulman, par exemple, de faire des affaires sans pour autant enfreindre aux règles de l'islam. Je veux parler de la finance islamique. Vous allez trouver effectivement des boutiques de promotion de la finance islamique. Vous allez trouver également des acteurs de ce que nous appelons les entrepreneurs et les entrepreneurs sociaux qui viennent montrer qu'est-ce qu'ils entendent à offrir à la population au-delà naturellement du mois de Ramadan pour leur permettre de vivre en adéquation avec les principes de l'islam. Parce que c'est ça en fait notre ambition. Comment on fait pour être en phase avec les principes édictés par l'islam et être aussi dans son contexte moderne en prenant en compte effectivement les exigences de notre monde actuel. Donc tous ces produits-là, vous allez les trouver sur le terrain. On va rappeler que le marché se tient jusqu'au 16 mars. Oui, effectivement, le marché se tient jusqu'au 16 mars 2025 pour ce qui concerne cette édition et c'est situé juste à côté donc du CERFI côté sud du siège du CERFI, si vous voulez précisément côté SC Sud. D'accord. Nous sommes dans le mois béni de Ramadan. Comment préparer le Ramadan au sein de sa famille ou de sa communauté? Oui, c'est vrai, on est déjà dans Ramadan, mais il faut le dire pour que les gens qui peut-être auraient déjà des difficultés se rendent compte qu'on pouvait effectivement bien préparer Ramadan. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le Ramadan, c'est un mois spécial, il faut le dire. Oui, il n'y a pas qu'à 25 heures dans Ramadan, mais en réalité, les bénéfices et les mérites du mois de Ramadan font qu'en réalité, il y a lieu de préparer Ramadan. Premièrement, psychologiquement. Il faudra qu'effectivement, dans sa famille, individuellement, d'abord, j'ai envie de le dire, que l'on se convainc que Ramadan n'est pas une punition. Et personnellement, je n'aime pas le terme pénitence. Ce n'est pas une punition. Non,
c'est plutôt une opportunité, c'est un cadeau que Dieu donne. Quand vous regardez le verset qui institue par exemple le mois de Ramadan, ça dit tout de mon point de vue. Dieu dit justement dans la sourate 2 au verset 183, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. En disant ceci, ô vous qui avez cru en Dieu, donc on vous a fait don, on vous a prescrit le jeûne du mois de Ramadan comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont devancé dans la foi, de sorte que quand vous l'observez, alors vous atteignez la piété. Tout croyant réellement aspire à la piété. Et quand il y a une opportunité d'accéder à la piété, normalement on devait accourir vers ça. C'est pourquoi ailleurs il va dire wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. La même chose dans cette fois-ci dans la sourate 3 au verset 133, il va dire accourez au pardon d'Allah et à une miséricorde dont la dimension dépasse les cieux et la terre et qui est réservée aux croyants. Les mêmes croyants dont on parle dans la sourate 2, verset 183, la sourate 3, verset 133 va dire la même chose, que c'est ouvert pour les croyants. Donc quand on voit tout ça, et l'élément clé qui est par exemple le jeûne, on dit personne ne connaît la valeur du jeûne si ce n'est pas Allah seulement. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on dit celui qui jeûne, un jeûne volontaire qui est différent du jeûne obligatoire. Le jeûne obligatoire a plus de mérite que le jeûne surrogatoire. Mais celui qui jeûne simplement le jeûne surrogatoire par amour pour Dieu, on dit que Dieu l'éloigne du feu de l'enfer d'une distance équivalente à 70 années de marche. 70 années de marche. À pied, à vélo, en moto, en voiture, en avion, Dieu seul le sait. Ailleurs, il va dire celui qui jeûne un seul jour pour l'amour de Dieu, Dieu l'éloigne du feu de l'enfer d'une distance équivalente à celle que parcourrait un corbeau depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Un seul jour. Que dire de 30 jours? Sinon, quand ça devient Ramadan avec toutes ses valeurs, parce qu'une seule nuit de Ramadan, Dieu dit que ça vaut 1000 mois. Donc, c'est dire que c'est un mois de grande valeur. Et quand c'est comme ça, on doit se préparer psychologiquement pour dire, mais voici une compétition pour moi d'atteindre la piété. Et je suis venu, moi, en tant que croyant, sur terre là, mon objectif c'est d'atteindre la piété avant de retourner chez mon Seigneur. Et quand il y a cette opportunité, on y va. C'est pourquoi je le dis, j'insiste sur ça parce que c'est ça qui peut aider en réalité à supporter ce que nous appelons aujourd'hui, c'est vrai, la chaleur torride. Elle est torride cette chaleur là. Mais pour celui qui est conditionné, il va sentir moins cette chaleur là parce qu'il sait qu'il a un objectif. Regardez, quand les orpailleurs rentrent sous sol depuis des dizaines de mètres pour aller chercher l'or, dans la chaleur, ils ne s'en plaignent pas. Pourquoi? Ils savent la valeur. Donc quand nous sommes en train de jeûner, si on comprend bien, on va se plaindre moins. Donc cette compréhension est importante. Préparation première. Psychologique, personnelle. Deuxièmement, effectivement, la famille. Il ne faut pas être isolé. Il faudra effectivement faire en sorte que la famille sente cette joie-là de pouvoir jeûner. Donc c'est pourquoi, effectivement, on va essayer d'améliorer les conditions de vie de la famille. Sinon, normalement, le ramadan, c'est un moment d'abstinence, de manger, de boire. Donc, on devait même moins consommer, mais on le fait par moment pour faire d'abord plus de joie pour la famille. Donc, y compris les tout petits. Au suhour, c'est-à-dire au petit déjeuner, avant l'aube, et puis au foutour, à la rupture, ça fait de la joie. Donc, on doit sentir cette joie dans la famille avec soi. Et puis, dans la communauté, on doit sentir également cette joie aussi à travers la solidarité. Certainement qu'on en parlera pour permettre à tout le monde de sentir que c'est un mois de miséricorde. Et quelles sont les activités qu'un musulman peut ou en tout cas doit pratiquer pendant cette période-là? Oui, vous avez raison parce que quand je dis que c'est une opportunité, encore faut-il saisir l'opportunité. Ouais. Si on dit que par exemple il y a une grande foire, oui, la foire elle est là, mais si vous partez les bras ballants, à la réalité vous allez sortir effectivement les bras ballants. Donc il faut aller avec quelque chose, il faut aller chercher quelque chose. La première des choses qu'on cherche dans Ramadan naturellement, c'est le jeûne, bien jeûner. Et le jeûne, il faut le dire, c'est vrai, c'est le fait de cesser de manger, de boire et d'avoir des rapports conjugaux, les rapports sexuels avec son époux légal depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ça c'est l'entrée en matière, mais en réalité celui qui veut augmenter sa chance d'atteindre la piété doit également grader des degrés de jeûne en essayant de faire en sorte que ses sens, ses membres jeûnent. En faisant quoi? En s'abstenant de regarder ce qui n'est pas permis, ce qui n'est pas décent. Le jeûneur doit tout faire pour s'en départir. Ne pas
écouter les indécences, ne pas dire des futilités, ne pas mentir, ne pas médire, ne pas colporter. Tout cela, ça fait partie de l'éducation que Ramadan imprime aux croyants. Et faire en sorte que également on n'aille pas là où est-ce que c'est interdit. Les lieux interdits, les lieux d'indécence, il est effectivement interdit. Parce que c'est ça qui va conditionner en fait à réussir mieux. Justement, lorsqu'on arrive à faire ça, on va voir que l'autre outil qui est dit directement après le jeûne, parce que Dieu va dire juste après l'inscription du jeûne dans le verset 183 de la sourate 2, juste le verset 185 va dire Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Il dit c'est dans ce mois donc de Ramadan qu'est descendu ce Coran là. Pourquoi? Pour vous servir de guidance et de moyen de discernement entre le faux et les bons. Donc le Coran vraiment c'est disons le Ramadan c'est le mois de la magnificence du Saint-Coran, le printemps du Coran. Apprendre à le lire pour ceux qui ne savent pas, les lire pour ceux qui le font, bien lire, méditer dessus et essayer de mettre en pratique les préceptes du Coran. C'est en ça qu'on se façonne. Et au sortir du Ramadan, on va sentir naturellement qu'on a plus de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre élément également, au-delà du Coran, c'est faire beaucoup d'invocations. Demander pardon énormément à Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah en se mettant en cause, en se remettant en cause, demander pardon à Dieu, faire la gloire de Dieu, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illa wa akbar, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, autant de zikrs, les saluts sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, autant d'éléments de zikrs qui vont nous permettre effectivement de nous occuper suffisamment dans la connexion avec Allah et nous départir des propos indécents et des propos futiles. Donc voilà un peu autant de choses, sans rappeler ce que vous voyez tous les jours, la prière. Depuis les prières quotidiennes jusqu'aux prières que l'on fait effectivement la nuit où il y a des grands regroupements. Tout cela, c'est des conseils et les éléments également de solidarité. Exactement. On sait que le mois de Ramadan est un mois d'élévation spirituelle et de rapprochement d'Allah. Oui. Fondamentalement, puisque nous avons dit la finalité du Ramadan, la'allakum tattaqun, c'est pour pouvoir atteindre la piété. Donc tout ce qui va aider le croyant à cheminer pour atteindre plus de piété. La piété, c'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose d'intérieur, mais ça se façonne effectivement avec des outils, comme nous l'avons dit, que ce soit la lecture du Coran, que ce soit les zikrs, que ce soit les invocations. Justement, je disais, les invocations, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le prophète de l'islam nous dit, celui qui gêne, ses invocations sont exaucées. Surtout lorsque, à cause de la faim, de la soif, il atteint un moment critique dans la soirée, au point qu'il y a un relent qui sort de sa bouche, il dit que ce relent-là est préférable à Allah subhanahu wa ta'ala que l'odeur du musc. C'est-à-dire que ce qui sort de la bouche du jeûneur parce que la fatigue, la faim, à la fin de son jeûne, là, Dieu aime ça. Et quand c'est comme ça, en ce moment, quand il invoque Dieu, Dieu l'agrée. Voyez, donc c'est un moment effectivement où on se sent proche de Dieu. Et on doit effectivement profiter pour l'invoquer abondamment et pour nous-mêmes, pour notre famille, pour notre nation. C'est ça en fait la dimension fondamentale qu'on doit rechercher. Et sans oublier que les nuits sont faites pour qu'on puisse effectivement être en proximité d'Allah en priant. Parlez-nous de la zakat, car le prophète Mohammed nous enseigne que celui qui donne la zakat a purifié son âme du mal. Oui, effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala, sachant que l'être humain est un être faible, il dit qu'il a créé l'être humain faible. Donc, il est enclin à souvent des dérapages, des erreurs, des fautes qui peuvent diminuer effectivement ses mérites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pire, en réalité, lorsque, soit par ses actions justement quotidiennes ou par ses manières j'ai envie de dire, de chercher sa pitance quotidienne, il peut commettre des erreurs. Pour purifier effectivement son avoir, qu'il a à travers ces différentes actions, que ce soit commerciales, que ce soit professionnelles, et puis purifier son cœur de tout ce qui ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu a prescrit un pilier qui s'appelle zakat. Ou effectivement, précisément dans la sourate 9, au verset 13, il va dire Khuz min amwalihim sadaqatan litutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanan lahum. Et dit,
prélève, c'est un ordre qu'il donne au prophète de l'islam, prélève de leurs biens une sadaqa, donc une zakat, pour les purifier et les rendre meilleurs. Et implore Dieu pour eux parce que ta prière est une quiétude pour eux. Alors, cet ordre dit de prélever la zakat parce que ça va les purifier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va effectivement informer que celui qui prélève la zakat a purifié son âme, a purifié son avoir. Et c'est bon de le dire. Mais il faut dire qu'il y a deux, on va dire là, deux zakats finalement. Parce que il y a un zakat qui est un pilier même en lui-même, tout comme le jeûne est un pilier de l'islam. D'accord, qui est une obligation indéniable pour tous ceux qui ont les moyens. Quand on dit qu'ils ont les moyens, qui ont ce que l'on appelle le minimum imposable pour prélever la zakat. Quand quelqu'un a ce que l'on appelle les nisab, et puis les nisab, on l'évalue aujourd'hui à, parce que c'est 85 grammes d'or, ou quand on l'évalue également en argent, aujourd'hui ça tourne autour de 365 000 francs CFA. Celui qui a ça comme un minimum d'économie, au bout de l'année, il doit prélever la zakat à raison de 2,5% de cet avoir-là. Ça, c'est globalement parlant. Bon, avec tous les détails, naturellement, si vous le voulez, on pourrait revenir là-dessus. Parce que c'est tout un pilier. Mais attention, il y a une zakat, effectivement, qui est liée systématiquement au jeûne du mois de Ramadan, qu'on appelle zakatul fitr. La zakatul fitr, ça aussi, c'est une obligation pour chaque responsable de famille de prélever la quantité d'un mout. C'est-à-dire la quantité aujourd'hui équivalente à peu près à 2,6 kg de nourriture qu'on prélève de la nourriture qu'on consomme ordinairement pour donner à un pauvre. C'est là, disons, cette quantité pour chaque membre de sa famille. Donc depuis le chef de famille jusqu'au bébé qui naît le jour de la fête, alors on doit prélever ça pour tous ceux qui sont sous sa responsabilité. Et on donne aux nécessités de sorte qu'eux n'aient pas à mendier. C'est l'expression de la solidarité aussi. Que les pauvres n'aient pas à mendier ce jour, par exemple, parce que l'idéal, c'est de donner ça le jour de la fête. Mais bon, on peut bien donner ça quelques jours avant le jour de la fête. Mais attention, après la fête, ça devient une aumône ordinaire, ça n'a plus sa valeur là. Et cette zakat al-fitr est importante parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jeûne est entre ciel et terre. Après son accomplissement, la zakat al-fitr l'aide à monter au Seigneur des cieux et de la terre. Et quels sont les plats adaptés pour la rupture? Est-ce qu'il y a des plats spécifiques pour la rupture? Alors, oui, vous avez fait bien de noter ça parce qu'on voit que souvent quand les gens jeûnent, c'est vrai, le jeûne, normalement, quand c'est bien fait, en réalité, permet d'acquérir plus de santé. Mais on voit que des fois, lorsqu'on n'a pas bien, c'est-à-dire on n'a pas bien coordonné l'alimentation, on peut en souffrir. Finalement, ça peut créer des ennuis au niveau de l'organisme. Si bien que, ou même on peut s'affaiblir. Parce que 30 jours, ne pas manger régulièrement, on va dire comme ça peut affaiblir certains. Mais comment, effectivement, on peut réussir aujourd'hui avec la science? Vraiment, on a suffisamment d'éléments. Mais pour me résumer, lorsque l'organisme, pendant pratiquement toute la journée, depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil, n'a pas consommé de nourriture, n'a pas consommé de liquide, c'est-à-dire d'eau, il faut lui apporter ce qui peut lui permettre de se régénérer rapidement. C'est pourquoi les aliments les plus conseillés, c'est d'abord les aliments énergétiques. D'accord? Les aliments qui contiennent par exemple du sucre. Bon, mais pas n'importe comment, j'ai envie de le dire, parce qu'il ne faut pas consommer également du sucre qui peut créer des anomalies. C'est pourquoi on va conseiller par exemple les fruits, d'accord, que ce soit les dattes, fraîches ou sèches, que ce soit également des mangues, des oranges, des pastèques, des fruits de façon générale, pour permettre à l'organisme d'avoir suffisamment de sucre et se régénérer rapidement. L'autre chose qui est importante également, c'est aussi l'eau. L'eau aussi, l'eau plate, voilà, chacun selon ses habitudes peut en boire un peu frais ou moins frais selon ses habitudes. Mais il faut éviter effectivement d'apporter à l'organisme ce qui peut créer des blocages. Parce qu'il y en a quand ils boivent de l'eau très fraîche, tout de suite là ils ont des palpitations. Il faut l'éviter. Voilà, donc selon ce à quoi son organisme est habitué, il faut aller dans ce sens-là. En tout cas,
pour me résumer, les aliments énergétiques et les aliments qui apportent suffisamment d'eau, il faut consommer ça et ne pas trop bourrer le ventre, parce que là aussi c'est important, non seulement au plan diététique, de faire en sorte que l'organisme ne souffre pas pour consommer des aliments donc juste après une journée d'abstinence, mais en réalité au plan spirituel ça peut jouer, parce que si vous mangez trop d'aliments trop lourds, la nuit vous allez non seulement avoir des difficultés pour vous lever pour prier, alors que la nuit on doit aussi pouvoir prier. Deuxièmement, vous allez vous réveiller fatigué, parce que l'organisme n'a pas pu se reposer, à passer le temps à lutter avec les aliments que vous avez consommés. Donc c'est bon de ne pas manger des aliments trop difficiles à digérer par l'organisme. Vous l'aviez dit tantôt, hein, le ramadan renforce les liens familiaux, parce que beaucoup de personnes se retrouvent pendant la rupture et c'est très important d'ailleurs. C'est vrai, comme on le dit, le ramadan c'est pour vraiment amener les croyants individuellement, collectivement, à vivre la chaleur de la miséricorde donc qu'est l'islam. L'islam c'est la miséricorde normalement, parce que Dieu a dit à son prophète وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que pour être une miséricorde pour le monde. Donc on devrait normalement chercher à être des plus miséricordieux possible pour notre entourage, à commencer par la cellule familiale, si bien que ce doit être un mois de partage pour la famille, on va dire d'abord comme ça, et puis après toute la parenté. C'est pourquoi vous allez voir que circulent en ce moment-là les sucres, les riz, les fruits, etc., pour se faire cadeau, dans le sens de renouer, sinon de faire revivre cette fibre sociale-là, ou cette fibre de la miséricorde que Dieu a établie entre nous à travers la parenté. Donc c'est important. Deuxièmement, le voisinage. Faire en sorte qu'effectivement nos voisins puissent sentir la miséricorde que nous vivons en tant que croyants. Ça aussi c'est important. Donc apporter à ceux-là qui en ont besoin. J'ai envie d'être un peu dur là-bas. Dire c'est trop dit. Je veux dire de rappeler quand même, j'allais dire, ce qui paraît comme une menace. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire: épargnez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'avec la pulpe d'une date. Certains disent ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. À quelle occasion il a dit ça? Il a dit en fait donner à manger à ceux qui en ont besoin. Et des croyants qui étaient autour de lui ont dit mais nous sommes pauvres. Il dit mais vous êtes pauvres, n'allez pas vous épargner du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'avec une moitié des dates. Donc donne ce que tu as de ce que Dieu t'a donné, le minimum que Dieu t'a donné. Parce qu'on n'oublie pas que quand on donne à manger à un jeûneur, Dieu vous donne une récompense équivalente à la récompense donc du jeûneur, sans que cela ne diminue en rien la récompense de ce jeûneur-là. Je ne sais pas si c'est compris. Donc quand c'est comme ça et qu'on sait que la valeur du jeûne du jeûneur, Dieu se le sait, on va comprendre qu'en réalité pendant Ramadan, donner à manger à des jeûneurs, ça fait partie des meilleures actions. Puisque le jeûne est la meilleure action. Que vous ayez la récompense du jeûneur pour lui avoir donné à manger. Donc, quand on a les moyens, on ne lésine pas là-dessus. Donc, c'est pourquoi, effectivement, on doit réellement faire revivre cette fibre donc, de la solidarité. Surtout quand on se retrouve dans un contexte comme le nôtre, où on est dans une crise humanitaire, il faut s'en souvenir. Hein? Des gens qui sont des étrangers dans leur propre pays, qu'on a appelé les déplacés internes, personnes déplacées internes. Mais au-delà du sigle, c'est de nous dire que ce sont nos frères dans l'humanité, ce sont nos frères dans la communauté, ce sont nos frères dans la nation. Et qu'on n'oublie pas effectivement de ce que nous faisons, de voir comment est-ce qu'on peut les soulager, parce qu'au même moment, peut-être qu'on a plusieurs plats sur notre table à la fin du jeûne, peut-être qu'il y en a qui cherchent un seul plat et qui n'en ont pas besoin. Donc il est bon qu'effectivement on pense à eux, à commencer par la parenté autour de nous, à commencer par le voisinage, à pouvoir effectivement aller au-delà de ça pour ne pas oublier ceux-là qui sont devenus des étrangers dans leur propre pays. On voit qu'à cette période-là, il y a aussi des ruptures collectives. Parlez-nous un peu de l'importance des ruptures collectives. Oui, ça, en fait, c'est pour magnifier toujours cette dimension de la solidarité et de la vie communautaire que représente en réalité Ramadan, effectivement, de sorte que quand il y a une rupture collective, même ceux qui n'ont pas à manger puissent trouver l'opportunité de venir du rhum. C'est pourquoi vous allez voir que des mosquées l'organisent.
Par exemple, chez nous au Serfi, tous les soirs, alhamdulillah, il y a un minimum qui est prévu pour effectivement ceux qui viennent pour hommes comme ça. Et c'est pourquoi nous profitons pour inviter tous ceux qui veulent contribuer à la matière, ils sont les bienvenus. Nous appelons ça les chaînes de solidarité. Nous en avons deux. Nous avons par exemple ce que l'on appelle les kits jeûneurs, où nous disons quand vous contribuez à hauteur de 500 francs, vous avez donné un minimum pour permettre à une nécessité de rompre le jeûne au sein du Serfi. Ça, chaque soir, on organise ça de sorte qu'il y a un minimum pour ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir rompre le jeûne. Ils viennent et on leur donne ça. Deuxième élément, c'est quitte famille vulnérable. Il y a des familles, effectivement, vraiment, on ne peut pas déplacer toute la famille pour aller chaque soir au Serfi. C'est clair que c'est possible, c'est pas possible, surtout quand on est loin. Donc, on identifie également des familles vulnérables et quand des gens apportent une contribution à hauteur de 25 000 francs pour chaque famille, on organise ça et on leur apporte ça. Donc, c'est pour dire que les ruptures communes, là, participent de cette dimension donc sociale ou communautaire du jeûne, où on se retrouve ensemble, on rend le jeûne, ça fait plus de baraka, et on partage, j'allais dire, la chaleur spirituelle ensemble à travers la prière, les invocations, et cela est recommandé effectivement dans l'islam. Imam, nous tirons vers la fin de l'entretien. Le gouvernement a mis en place des points de vente de sucre. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette décision des autorités? Je pense que c'est à saluer. C'est ce que je disais par rapport à Ramadan Market. Nous, c'est cette vision-là que nous avons eue depuis 19 années, de dire il faut que on pense à rendre accessibles les produits de première nécessité. Et le sucre en fait partie. Que l'on ait effectivement aujourd'hui, au niveau gouvernemental, une mesure qui permette effectivement d'avoir du sucre au prix réellement voulu, ou j'allais dire au prix optimal, ou en tout cas juste, j'appelle ça prix juste, qui permettent vraiment aux Burkinabés moyens de pouvoir avoir ce sucre-là. Nous pensons que c'est légitime. Et j'espère bien, nous espérons comme ça, que tous les vendeurs de sucre ou tous les vendeurs de produits de première nécessité vont en tirer les leçons pour dire si le gouvernement à ce niveau a cette volonté d'être miséricordieux envers effectivement les membres de la communauté, il est bon qu'effectivement dans la communauté, je veux dire la nation burkinabé, tous ceux qui font ça, sachent que au-delà de l'argent liquide qu'on a, en réalité être miséricordieux dans ces affaires-là, ça met plus de baraka dans son affaire parce que tout n'est pas numéraire. Il peut y avoir beaucoup d'argent liquide et avoir aussi autant de problèmes. Mais si on a effectivement de l'argent béni, bon, on peut effectivement peut-être construire mieux ses ambitions que simplement d'avoir de la liquidité et avoir des difficultés. Imam, nous sommes à la fin de l'entretien. Votre mot de fin? Alors, si franchement, mot de fin pour moi, c'est d'interpeller tous les jeunes, sinon tous les Burkinabés, parce qu'au-delà en fait du jeune musulman, nous avons les carêmes chrétiens qui en courent. De dire c'est un moment privilégié pour nous au niveau de ces pays-là, quand on sait que nous avons un pays où nous sommes en difficulté. Au plan sécuritaire, au plan humanitaire, mais au plan communautaire. Ne jamais oublier ça. Que nous devons effectivement communier vraiment vers le Seigneur des cieux et de la terre pour l'implorer de sorte qu'il fasse revenir la paix, la sécurité, la sérénité dans notre pays. Et puis ne jamais oublier que Dieu a dit ceci. Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, que lui Dieu ne change jamais la situation, l'état d'un peuple tant que ce peuple-là ne change pas ce qui est en lui-même. Vous trouvez ça dans la sourate 13 au verset 11. Quand Dieu dit ça, c'est pour nous interpeller que autant nous souhaitons tous la paix, la sécurité, la sérénité, on doit d'abord désarmer nos cœurs de tout ce qui crée de la rancœur entre nous et aller vers réellement une cohésion sociale au-delà de nos différences communautaires, de nos différences de point de vue, savoir que nous avons un seul pays et qu'effectivement, autant on demande à Allah, autant on doit se demander à soi-même et travailler à être effectivement bon avec notre entourage pour espérer être bon dans notre pays. Que Dieu nous aide. Amen. Merci. Merci bien. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous étions à un entretien avec Imam Nuhun Bakayoko. Il est au cercle d'études, de recherche et de formation islamique. Merci à vous, Imam, d'être passé sur ce plateau. Merci, madame, pour votre invitation. C'est tout pour la rubrique invité du jour. Nous allons accompagner notre invité
invités avec ceci. Après cette page consacrée à l'humour, c'est un élément proposé par notre PDG, Eladj Aboubakar Zida d'ici Naba. Nous allons revenir sur la rubrique à la découverte avant de clôturer bien sûr cette émission. Je rappelle que depuis lundi, nous parlons de ce paille-là. C'est le 4e produit labellisé au Burkina Faso, le Cocodona. On va écouter un extrait et on revient. C'est Madame Sissé, née Fofana Menata. Elle a tenti Cocodona. J'ai commencé à faire des pains. En ce temps même, je n'étais pas encore mariée. J'étais avec ma grande sœur à Boubou. C'est là-bas que ma grande sœur faisait. Moi aussi, je faisais avec ma grande sœur un peu, jusqu'à ce que je suis mariée. Ah, c'était pas facile en tout cas. Je faisais ça, et puis je porte, je tourne au marché, Gounguin, Padoua, tous les petits marchés là. Je tournais là-bas pour vendre un peu. Ça sort pas comme ça, mais je n'ai pas laissé. J'ai continué à faire un peu. Les gens payent, mais c'était pas comme ça. C'était les vieilles seulement. Les jeunes là, c'était les vieilles qui payaient ça un peu seulement. D'autres payent que c'est couverture, d'autres payent que je vais aller donner au village. Voilà. C'était comme ça. Comment vous avez rencontré Bazemse? Bazemse est venu au grand marché, parce que je suis au grand marché de Ouaha, à Rodogo. Il est venu là-bas un jour. Moi-même, je n'étais pas là. C'était ma fille qui était là. Elle a pris 2 pains avec ma fille. Et puis elle a laissé son carte. Que si sa maman vient, je n'ai qu'à l'appeler. Quand je suis venue aussi, ma fille m'a donné. Et puis je l'ai appelé. Il est venu. Et bon, et comme ça ne marche plus là. Lui veut faire que les gens là puissent rentrer dans ça. Et puis ça va marcher un peu. Comme il n'y a pas de travail, les gens là sont là. Il dit, ok, comment tu vas faire? Que lui, il est couturier. Il a allé pour un chemise, venir me montrer. Et puis elle a pris encore, amené. Bon, un jour, il est venu, qu'on n'a qu'à donner un nom. Elle est venue avec un journaliste. Mais à ce moment, vous l'appelez comment, le paille là? On appelait Tcheti Barra, Soromangele, Galafani, Engli. Bon, il y avait le nom beaucoup. Le nom était beaucoup. Et puis il a dit qu'on n'a qu'à changer le nom. Que c'est le nom là. Tcheti Barra, Soromangele. Si on met le nom là, toujours, que ce sera la même chose, ça ne va pas prendre. Bon, le jour qu'on veut donner le nom, là, elle a amené un journaliste. Mais on a pris du temps pour avoir Cocodona. Donc, on a cherché le nom. C'est moi-même qui dis que comme Bobo là, on vend ça beaucoup. Et puis c'est la rentrée de Cocodona. Nos parents là sont assis là-bas. Donc on va donner le nom Cocodona. Le nom est venu comme ça. Donc, en nous, ils se sont dit que bon, on va prendre le nom là, Cocodona. Le nom est venu comme ça. Ensuite, comme les Bazemse fait défiler du monde, faire publicité, les gens ont commencé à venir un peu. Ils viennent avec leurs portables, que je veux cette pain là. Ils ont vu ça, que c'est un monsieur qui vend ça. Ils ont fait que c'est Bazemse. J'ai dit que c'est moi qui ai fait. Ça a commencé comme ça un peu. Et puis les gens là sont rentrés. Voilà. Puis c'est parti un peu. Aujourd'hui, j'ai des clients qui viennent. J'ai des clients même pour Mali, Abidjan. Bon, les gens, en tout cas, même ici, il y a d'autres couturiers même qui sont rentrés dedans. C'est pas Bazembo seulement qui fait ça. C'est ça même qui dit que lui veut. Comme ça, aujourd'hui, là, il y a beaucoup de gens qui mentent dans ça. Nous-mêmes, on n'en parle plus. Il y a beaucoup de gens même qui ont pris le marché, même maintenant, nous laisser. Il y a beaucoup de gens qui vendent ça maintenant, partout. Sinon, à Bobo, là, c'était tombé.
Et même, ils avaient laissé. Depuis que Bazem s'est commencé ça, donc, c'est devenu, en tout cas aujourd'hui, là, il y a beaucoup de gens qui mentent dans ça. Est-ce que vous avez appris que le paille Cocodonda a été labellisé? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette labellisation? En tout cas, moi-même j'étais là-bas. C'était une très bonne chose. Ce qu'ils ont fait, c'est ça qu'on voulait. Parce que quand Bazem s'est commencé ça, il y a des gens qui ont s'est levé, qui prennent aller fabriquer ça en Chine, amener. Donc, à cause de ça, pour nous, là, le marché était baissé. Si tu fais sortir un modèle aujourd'hui, 2 semaines, 1 mois, tu vas voir que Chine a amené. Donc, les gens voulaient comparer. Chine avait pour nous là, comme c'est même chose. Et pourtant, c'est pas même chose. C'est pas même chose. Bon, depuis qu'ils ont fait ça, en tout cas, nous on est contents. On sait maintenant que les gens qui prennent pour aller faire au Chine, là, et aussi, ils vont diminuer. En tout cas, aujourd'hui, on a un problème des tissus. Plus de tissus là, c'est devenu compliqué, c'est cher. Teinture là aussi, ça aussi c'est devenu cher, tout est augmenté. Tout est augmenté. Donc, obligé, nous aussi on a augmenté un peu le prix. Sinon on ne s'en sort pas. Sébastien Bazembo, toujours on va la saluer. Grâce à lui que Cocodonda est devenu comme ça. Il y a beaucoup de gens même qui ne savaient pas que c'est Bazembo qui a fait, ou bien c'est Madame Cissé. Non. Les gens croient que c'est les gens du Bobo. Les gens du Bobo, eux-mêmes, ils ne savent pas. Le nom là, ça vient d'où? Et ils croient que c'est ce jeu seulement. Pourtant, ce n'est pas commencé là-bas, c'est commencé ici. C'est moi avec Bazemse. On a fait ça. Et puis c'est devenu aujourd'hui. En tout cas, grâce à lui, beaucoup de gens mangent sur ça aujourd'hui. Beaucoup de gens mangent sur ça aujourd'hui. Qui nourrit leur famille, tout. On voit tout. Nous sommes encore de retour sur ce plateau, mais cette fois-ci, c'est pour clore l'émission. C'est tout pour ce nouveau numéro de votre émission. Bonjour le Faso. Merci à vous pour votre constante fidélité. À 10h00, Trésorine Landou vous retrouve pour le flash d'information. Quant à moi, je vous retrouve à 18h45 pour la grande édition du soir. On se dit bye bye et à très bientôt.